Bonjour, je m'appelle Amaury Dehoux et j'enseigne cette année le français à l'université d'Anvers. Je suis aussi chercheur sur les littératures francophones des Suds, ce qui m'amène à vous parler dans ce nouvel épisode d'Académie voor Voetbalcultuur de l'équipe d'Haïti. Alors oui, vous me direz qu'Haïti est déjà éliminé de la Coupe du Monde. Mais on va justement voir qu'Haïti ne se laisse jamais éliminer, et même qu'en réalité, Haïti a déjà gagné. Pour le comprendre, je voudrais vous parler de l'œuvre d'un auteur sur lequel je travaille dans mes recherches, à savoir Dany Laferrière, un auteur haïtien francophone, membre de l'Académie française et, en bon haïtien, un amateur de football. En effet, dans son récit Tout bouge autour de moi, publié en 2011, il nous explique qu'en plus d'être peu accessible au peuple haïtien, un terrain de golf reste surtout peu intéressant. Car la vraie passion d'Haïtien, c'est le football. Quelques pages plus loin, il nous explique ainsi que, je cite, « Le Brésil a 3 choses en commun avec Haïti, le café, l'amour du foot et le vaudou. » Il nous raconte ensuite que les Haïtiens vouent un véritable culte à l'équipe brésilienne, au point de la soutenir même quand elle joue contre l'équipe d'Haïti. Évidemment, le conflit de loyauté reste assez limité, puisqu'avant aujourd'hui, Haïti n'avait participé qu'à une Coupe du Monde en 1974. C'est pourquoi, comme nous le dit Laferrière, à la veille du mondial, ce sont généralement les drapeaux brésiliens qui fleurissent dans les rues de Port-au-Prince, capitale de l'île caribéenne. Il n'est pas délirant de penser que, dans les rues de la capitale, le vert et le jaune du Brésil auront cédé la place au rouge et bleu du drapeau haïtien en cette année 2026. La qualification de Haïti à la Coupe du Monde fait en effet figure d'exploit retentissant tant dans l'histoire du football que dans l'histoire de l'île elle-même. Dans plusieurs interviews, Dany Laferrière a d'ailleurs partagé sa joie de supporter haïtien face à la présence de son équipe nationale à la Coupe du Monde. Dans l'émission radiophonique canadienne L'Agacé le matin, il s'est attardé plusieurs minutes sur la puissante charge symbolique qui entoure cette qualification, déclarant notamment « Quand on pense que Haïti devrait être désespéré, brusquement, l'espoir vient d'un autre endroit ». Pour comprendre cette déclaration de Laferrière, il est utile de fournir quelques éléments de contexte. Haïti se trouve dans une crise politique grave. Depuis l'assassinat de Jovenel Moïse en 2021, le pays est privé de président élu. Aucune élection n'a été organisée depuis 2017. Des administrations intérimaires se succèdent. Et le pouvoir parvient difficilement à lutter contre des gangs qui se font la guerre et qui contrôlent de plus en plus de territoires. Les conséquences sont néfastes pour la population qui est soumise à l'insécurité, à la violence, auquel s'ajoute une misère qui perdure. Face à cette situation, la qualification de Haïti à la Coupe du Monde devient un véritable message d'espoir pour Laferrière. Pour lui, cette qualification démontre la force de caractère et la vitalité de la jeunesse haïtienne. Les joueurs ont eu la volonté de percer dans le monde professionnel, s'exilant soit en Europe, soit en Amérique du Nord. Ils sont fiers de représenter leur pays malgré toutes les difficultés, privés de stade national, obligés de jouer leurs matchs à domicile en dehors de Haïti. Ils ont fait preuve d'une volonté farouche pour rendre l'île de Haïti présente sur la scène mondiale. De façon très intéressante, et c'est là que mes lunettes de chercheur en littérature entrent en jeu, l'interview de Laferrière ne dit pas uniquement des choses sur la réalité de Haïti. Elle révèle aussi, et peut-être surtout, l'imaginaire même de l'écrivain, son rapport au football et son rapport à Haïti. Pour le comprendre, je propose de revenir au récit que j'ai déjà cité, « Tout bouge autour de moi ». Que nous raconte ce texte ? Bien, un événement tragique. Le 12 janvier 2010, Dany Laferrière était à Haïti quand est survenu un effroyable tremblement de terre qui a provoqué la mort de plus de 280 000 personnes et qui a détruit de nombreuses habitations modestes ou endommagé des édifices importants comme le Palais national. Face à cette catastrophe à laquelle il assiste en direct, l'écrivain décide de faire ce qu'il fait de mieux, c'est-à-dire écrire. Dans Tout bouge autour de moi, il capture ainsi une série de petites scènes qui expriment la vie en Haïti dans les heures et les mois qui suivent le tremblement de terre, baptisé Goudou Goudou par les Haïtiens eux-mêmes. Dans ces scènes de la vie quotidienne, le football ne manque pas de surgir. Ainsi, dans un quartier qui porte encore les stigmates de la catastrophe, le narrateur entend des enfants jouer au foot avec des éclats de rire et, je cite, « ce cri joyeux quand on marque un but ».
Le contraste avec la maison effondrée, à proximité de laquelle les enfants jouent, se révèle hautement symbolique. Par ce contraste, en effet, la Ferrière suggère la capacité des Haïtiens à continuer à vivre malgré la catastrophe. Le football devient un vecteur de vie et de santé qui s'oppose à la puissance mortifère constituée par le tremblement de terre. Quelques pages plus loin, le même contraste se rejoue quand le narrateur évoque le lien de Haïti au football brésilien. 2010 était également une année de Coupe du Monde. Peu de mois après le tremblement de terre, les Haïtiens ont donc pu trouver une source de gaieté et de distraction dans le parcours du Brésil qu'ils vont suivre assidûment. À nouveau, le football devient un moteur de renaissance. Il permet aux Haïtiens de ne pas rester enfermés dans leur malheur. Comme le dit le narrateur, le séisme n'était plus le premier sujet de conversation de cette ville meurtrie. Cela ne signifie pas que le football serait une sorte d'opium du peuple qui ferait oublier les malheurs. C'est bien plus complexe pour la Ferrière. Le football devient un vecteur d'agentivité. Il traduit la capacité des Haïtiens à se définir par les événements qu'ils se choisissent et de ne pas se laisser enfermer dans la case des victimes passives de la nature et de l'histoire. En ce sens, le football s'intègre dans l'image globale de Haïti que la Ferrière essaye de construire dans son récit. Tout bouge autour de moi n'est pas seulement un reportage de la catastrophe, il est plus fondamentalement une ode à la résilience d'Haïti. À travers la figure de sa mère, le narrateur ne manque en effet pas de rappeler la longue liste des malheurs à laquelle vient se greffer le séisme. Depuis son indépendance, la première République noire a connu des coups d'État, des cyclones, des inondations ou encore la dictature héréditaire des Duvalier. Le narrateur a bien conscience que même si elle ne doit jamais être oubliée, cette longue liste de malheurs risque de donner une image misérabiliste de Haïti. Comme le montre son aversion pour l'assimilation d'Haïti à un pays maudit, il ne veut pas qu'on réduise l'île à sa pauvreté et à ses souffrances. Pour lui, cette réduction serait même une insulte à, je cite, l'énergie et la dignité que le peuple haïtien a déployées face au séisme. Pour cela même, l'écrivain lui-même doit se montrer très prudent et habile dans son écriture. Écrire sur la catastrophe risquerait en effet de nourrir l'image misérabiliste d'Haïti. C'est pourquoi, sans jamais masquer les morts et la destruction, son récit s'attarde davantage sur tous les tableaux qui révèlent justement l'énergie et la dignité du peuple haïtien face aux malheurs quotidiens. Que ce soit la figure maternelle, qui incarne la résilience infinie face à la répétition des malheurs, que ce soit le courage d'un journaliste qui continue à informer sur la catastrophe malgré la mort de sa femme, ou que ce soit la présence inébranlable d'une marchande de mangue déjà à son poste le lendemain du séisme, ou encore la littérature et l'art pictural qui ne cessent jamais de fleurir en Haïti. Bref, comme l'explique le narrateur, il ne raconte pas la catastrophe pour émouvoir. Il traite plutôt le séisme comme un révélateur de l'indestructible espoir qui anime le peuple haïtien. Il instaure ce peuple comme l'image d'une humanité tellement avide de vivre qu'elle peut apporter, je cite de nouveau, l'espérance jusqu'en enfer. Ou, comme il le dit encore autre part, ce n'est pas le malheur d'Haïti qui a ému le monde à ce point. C'est plutôt la façon dont ce peuple a fait face à son malheur. Ce désastre aura fait apparaître sous nos yeux éblouis un peuple que des institutions gangrénées empêchent de s'épanouir. Il aura fallu que ces institutions disparaissent un moment du paysage pour qu'on voit surgir sous une pluie de poussière un peuple à la fois fier et discret. En lui-même, le récit de la Ferrière s'inscrit lui aussi dans cette infinie résilience qui caractérise le peuple haïtien. En se mettant en scène dans son récit, l'écrivain insiste en permanence sur le geste d'écriture qu'il entame dès la fin de la catastrophe. Implicitement donc, il s'institue comme une incarnation même du peuple haïtien qu'il célèbre. Il montre que face à un événement exceptionnel qui amène le silence de la mort, le véritable écrivain haïtien refuse de se taire. Il se lance directement dans une tâche prométhéenne, mettre des mots sur un événement tellement exceptionnel qu'on ne possède jusque-là aucun mot pour en parler. Parler de Haïti revient donc aussi pour la Ferrière à parler de lui-même, à souligner la résilience qu'il partage avec son pays natal. Cette résilience traverse d'ailleurs une grande partie de son œuvre d'inspiration biographique. Comme son île, la Ferrière n'échappe pas au malheur. Jeune journaliste,
il a dû s'exiler à Montréal à la suite de l'assassinat d'un ami par le régime de Jean-Claude Duvalier, dit Baby Doc, en 1976. Il s'inspire notamment de cette expérience de l'exil pour écrire Chronique de la dérive douce. Dans ce texte, il présente les difficultés auxquelles doit faire face un jeune immigré haïtien au Canada. Pauvre, le narrateur doit loger dans des chambres miteuses et souffre souvent de la faim, allant même jusqu'à manger des pigeons capturés dans les parcs. Pour survivre, il doit accepter un travail mal payé dans une usine qui exploite la situation précaire des immigrés. Il n'échappe pas non plus au racisme et au froid qu'il lit dans une phrase symptomatique de ses difficultés. Je cite, « Ce n'est pas toujours simple pour celui qui vient d'un pays d'été où tout le monde est noir, de se réveiller dans un pays d'hiver où tout le monde est blanc. » L'exil est donc une source de souffrance pour celui qui perd son pays et qui devient étranger dans un autre pays. Mais en même temps, cette étrangéisation devient la source d'une grande richesse pour le narrateur qui vit ce qu'il voit comme la dernière grande aventure humaine. Le narrateur se trouve en effet dans une expérience d'entre-deux qui lui permet de se construire une nouvelle culture, une nouvelle identité fondée sur la rencontre entre deux mondes. L'exil n'est donc plus une perte, mais la découverte d'une nouvelle maison, fondée sur la capacité du narrateur à faire sens de son expérience. Et dans cette capacité à faire sens, la littérature joue un rôle fondamental. Elle offre à l'exilé une patrie universelle, dans laquelle il est toujours chez lui. Ainsi, pour échapper aux souffrances du froid, de la pauvreté ou de la faim, le narrateur peut toujours compter sur les livres qu'il lit, et notamment sur Borges, dans Chronique de la dérive douce. Plus fondamentalement, la littérature devient aussi la manifestation même de la résilience de l'écrivain haïtien. À la fin du récit, le narrateur démissionne de l'usine où il travaille, achète une machine à écrire et décide de se consacrer à l'écriture. Il reflète le choix même de la Ferrière qui décide d'écrire au Canada. Exilé politique, silencié dans son pays d'origine et dans son pays d'accueil, il écrit pour faire entendre sa voix, faisant de la littérature une arme de résistance et d'espoir. L'exil de la Ferrière nous fait alors revenir au football. Le Canada vient d'affronter le Maroc en huitième de finale de la Coupe du Monde. Leur attaquant, Jonathan David, est lui-même issu de la diaspora haïtienne. Il s'agit donc là d'une figure qui entrerait parfaitement dans la mythologie de la Ferrière. Ce serait un nouveau symbole de la résilience de Haïti qui, même éliminé, ne pourra jamais totalement disparaître. En tous les cas, il est clair que le football et la littérature sont profondément liés chez la Ferrière. Ce sont deux vecteurs d'espoir face aux crises que ne cessent d'affronter les Haïtiens. Tant qu'on jouera au football et tant qu'on écrira, Haïti gagnera. Universiteit Antwerpen. Bepaal mee de toekomst.